Salut tout le monde, on se retrouve pour le chapitre 2 du livre Le voleur de foudre. Donc c'est parti. Trois vieilles dames tricotent les chaussettes de la mort. J'avais l'habitude de vivre une expérience bizarre de temps à autre, mais d'ordinaire elle se terminait rapidement, tandis que là, cette hallucination permanente. 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, c'était insupportable. Pendant le reste de l'année scolaire, j'ai eu l'impression que tout le monde à la pension me faisait marcher. Les élèves se comportaient tous comme s'ils étaient absolument persuadés que Madame Kerr, une jeune femme blonde, pleine d'entrain que je n'avais jamais vue avant, qu'elle monte dans notre car scolaire à la fin de la sortie éducative, était notre prof de maths depuis Noël. De temps en temps, je lançais une allusion à Madame Dodds, en espérant que mon interlocuteur, pris par surprise, se trahirait. Mais chaque fois, on me regardait comme si j'étais dérangé. Je suis presque venu à les croire. Madame Dodds n'avait jamais existé. Presque. Mais Grover n'arrivait pas à me berner. Chaque fois que j'évoquais Madame Dodds, il hésitait d'abord, puis il a affirmé qu'elle n'existait pas. Je savais qu'il mentait. Il y avait Aiguille sous roche. Il s'était véritablement passé quelque chose au musée. Je n'avais pas trop le temps d'y penser pendant la journée, mais la nuit, je me réveillais avec des sueurs froides, en proie à des visions de Madame Dodds, dotée de griffes et d'ailes de chauve-souris. Le temps a continué de se détraquer, ce qui n'arrangeait pas mon humeur. Une nuit, un orage avait volé en éclats les carreaux de ma fenêtre. Quelques jours plus tard, la tornade la plus forte jamais relevée dans la vallée de l'Hudson est passée à 80 km seulement de Yancy. Entre autres phénomènes d'actualité, nous avions étudié en cours le nombre inhabituel de petits avions qui s'étaient abîmés dans l'Atlantique, pris dans une bourrasque soudaine au cours de cette année. J'ai fini par me sentir irritable et de mauvaise humeur, presque en permanence. Mes notes ont dégringolé de D à F. Je me disputais de plus en plus souvent avec Nancy Popovi et sa clique. Je me faisais mettre à la porte de la plupart des cours. Pour finir, quand notre prof d'anglais, Monsieur Nicole, m'a demandé pour la millième fois pourquoi je ne me donnais même pas la peine de réussir avant la dictée, j'ai fait mon insolent. Je l'ai traité de vieux pochard. Je savais pas trop ce que ça signifiait. D'ailleurs, je trouvais que ça sonnait bien. La semaine suivante, le directeur a envoyé à ma mère une lettre qui officialisait la chose. Je ne serais pas invité à revenir à l'institut Yancy l'année suivante. Bien, me suis-je dit, parfait. J'avais les cafards. J'avais envie d'être avec ma mère dans notre petit appartement de New York, même si cela m'obligeait à aller à l'école publique et à supporter mon horrible beau-père et ses stupides parties de poker. Et pourtant, certaines choses à Yancy me manqueraient. La vue des bois par la fenêtre de la chambre que je partageais avec Grover, l'Hudson au loin, l'odeur des sapins. Grover me manquerait. Il avait toujours été un bon ami pour moi. Même s'il était un peu bizarre, je me demandais avec inquiétude comment il ferait pour survivre sans moi l'année prochaine. Et les cours de latin me manqueraient. Eux aussi les tournois fous de Monsieur Brunner et sa foi dans ma capacité à réussir. À l'approche des examens de fin d'année, je ne réussissais plus que mon latin. Je n'avais pas oublié que Monsieur Brunner m'avait dit que cette matière était d'une importance vitale pour moi. J'ignorais pourquoi, mais j'avais fini par le croire. La veille de l'examen, j'étais pris d'un tel sentiment de frustration que j'ai balancé mon kit de la mythologie grecque en travers de ma chambre. Les mots s'étaient mis à danser devant mes yeux, à tourner autour de ma tête. Lettres à faire des grands 8. Jamais je ne pourrais retenir la différence entre Chiron et Charme, Polydectes, Polydeuces, et toutes ces conjugaisons latines, n'en parlons pas. J'arpentais ma chambre avec la sensation d'avoir des fourmis qui grouillaient sur ma peau, sous mon t-shirt. Je me suis souvenu de l'expression grave de Monsieur Brunner,
Monsieur Brunner a posé une question. Une voix qui était indiscutablement celle de Grover a répondu. Du souci pour Percy, monsieur. Je me suis figé sur place. Je ne suis pas du genre à écouter aux portes, normalement. Mais je vous mets au défi de vous retenir d'écouter si vous entendez votre meilleur ami parler de vous à un adulte. Je me suis rapproché. Seul cet été, disait Grover. Je veux dire, une bienveillante dans notre école, maintenant que nous avons la certitude. Et qu'ils le savent eux aussi. Nous ne ferions qu'aggraver les choses en le bousculant, a dit M. Brunner. Il faut que ce garçon mûrisse davantage. Mais il risque de ne pas en avoir le temps. L'échéance du solstice d'été devra être résolue sans lui. Grover, qu'il profite de son ignorance tant qu'il le peut encore. Mais il l'a vu, monsieur. Son imagination a incité M. Brunner. La brume sur les élèves et les enseignants suffira à l'en convaincre. Monsieur, je ne peux pas échouer à nouveau dans mes fonctions. Grover avait la voix étranglée par l'émotion. Vous savez ce que cela signifierait? Ce n'était pas un choc. Grover a dit M. Brunner avec gentillesse. J'aurais dû la reconnaître pour ce qu'elle était vraiment. À présent, soucions-nous plutôt de maintenir Percy en vie jusqu'à l'automne prochain. Le livre de mythologie m'a glissé des mains et s'est écrasé bruyamment par terre. M. Brunner s'est dû, le cœur battant. J'ai ramassé le livre et rebroussé le chemin le long du couloir. Une ombre est passée devant le panneau de verre de la porte du bureau de Brunner. L'ombre d'une créature bien plus grande que mon prof, en fauteuil roulant, tenant dans ses mains ce qui ressemblait étrangement à un arc. J'ai ouvert la première porte et me suis glissé dans la pièce. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu un long clip-clop, assorti comme des cubes de bois emmitouflés, puis un bruit d'animal reniflant juste derrière ma porte. Une grande forme sombre s'est immobilisée devant le panneau vitré, puis s'est éloignée. Une goutte de sueur a coulé le long de mon cou. Quelque part dans le couloir, Brunner a pris la parole. Rien à dit, murmuré. J'ai les nerfs à fleur de peau depuis le solstice d'hiver. Moi aussi, a répondu Grover. Pourtant, j'aurais juré. Il est temps d'aller se coucher maintenant, Grover lui a dit. Monsieur Brunner, la journée sera longue. Demain, avec tous les examens, je n'ai pas oublié. La lumière s'est éteinte dans le bureau de Monsieur Brunner. J'ai entendu dans le noir pendant presque une éternité. Finalement, je me suis glissé dans le couloir et j'ai regagné la chambre à pas de loup. Grover était allongé sur son lit et révisait ses cours de latin comme s'il n'avait pas bougé de la soirée. Et, m'a-t-il dit, les yeux pleins de sommeil, tu es prêt pour l'examen de latin? Je n'ai pas répondu. Dis donc, tu as une sale mine, a-t-il ajouté en fronçant les sourcils. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis fatigué, c'est tout. Je lui tourne le dos pour qu'il ne puisse pas déchiffrer mon expression, et je me suis préparé à me coucher. Je ne parvenais pas à comprendre ce que j'avais entendu en bas. Je voulais croire que j'avais tout imaginé. Cependant, une chose était claire. Grover et M. Brunner parlaient de moi dans mon dos. Ils croyaient que j'étais en danger d'une manière ou d'une autre. Le lendemain après-midi, au moment où je sortais de la salle de classe après les 3 heures d'examen de latin, la tête pleine à craquer, tous ces noms grecs et romains que j'avais orthographiés de travers, M. Brunner m'a rappelé. J'ai eu peur un instant qu'il ait découvert que j'avais écouté à sa porte la veille, mais apparemment ce n'était pas de cela qu'il s'agissait. Percy, a-t-il dit, ne soyez pas découragé de quitter Yancy. Ça vaut mieux comme ça. Le ton de sa voix était gentil, mais ses paroles m'embarrassaient. Il avait beau parler doucement, les autres gamins qui finissaient leur examen pouvaient l'entendre. Nancy Bobovi m'a adressé un petit sourire moqueur et fait mine de m'envoyer des baisers du bout des lèvres. Oui, monsieur, ai-je bredouillé? Je veux dire, monsieur Brunner avançait et reculait avec son fauteuil roulant comme s'il ne savait pas trop quoi dire. Ce n'est pas le bon endroit pour vous ici. Ce n'était qu'une question de temps. J'ai senti les yeux me piquer. Mon professeur préféré me disait devant toute la classe que je
m'assurait pas. Après m'avoir répété toute l'année qu'il croyait en moi, il m'expliquait que mon destin était de me faire virer. D'accord, ai-je dit en tremblant. Non, non, avait monsieur Brunner. Oh, zut, zut, ce que j'essaie de vous dire. Vous n'êtes pas normal, Percy. Il n'y a pas de quoi. Merci de me le rappeler, monsieur, j'ai explosé. Merci beaucoup. Percy. Mais j'étais déjà parti. Le dernier jour de trimestre, j'ai fourré mes vêtements dans ma valise. Les autres garçons plaisantaient entre eux, se racontaient leurs projets de vacances. L'un d'eux allait faire de la randonnée en Suisse. L'autre sillonnerait les Caraïbes pendant un mois. C'était des jeunes à problème comme moi, mais des jeunes à problème qui avaient de l'argent. Leur père était cadre ambassadeur, star. Moi j'étais un rien du tout, ici d'une famille de rien du tout. Ils m'ont demandé ce que j'allais faire cet été. J'ai répondu que je rentrais à New York. Ce que je leur ai pas dit, c'est que j'allais devoir me trouver un boulot d'été, du genre prendre des chiens ou vendre des abonnements à des revues, que je passerais mon temps libre à m'inquiéter pour ma rentrée scolaire de l'automne. Oh, c'est cool, a dit un des garçons, et ils ont repris leur conversation comme si je n'avais jamais existé. La seule personne à qui je redoutais, la seule personne à qui je redoutais de dire au revoir était Grover. Mais en fin de compte, je n'ai pas eu à le faire. Il avait pris un billet pour New York, par le même autocar que moi, et nous nous sommes donc retrouvés côte à côte une fois de plus. Pendant tout le trajet, Grover n'a pas cessé de jeter des coups d'œil inquiets dans le couloir, d'observer les autres passagers. En fait, il s'était toujours montré nerveux et sur ses gardes. J'avoue que nous quittions Yancy. Avant, je croyais juste qu'il avait peur qu'on l'embête, mais il n'y avait personne pour l'embêter dans cet autocar. Finalement, j'ai craqué et j'ai dit: tu cherches des bienveillantes. Grover a failli sauter de son siège. Qu'est-ce que tu veux dire? Je lui ai avoué que je les avais surpris, monsieur Brunner et lui, la veille de l'examen. Grover a cligné des paupières. Qu'as-tu entendu? M'a-t-il demandé. Oh, pas grand-chose. C'est quoi l'échéance du solstice d'été? Il a grimacé. Écoute, Percy, je m'inquiétais pour toi, c'est tout. Tu comprends, tu sais, avec des hallucinations de prof de maths démoniaque, Grover. Et je disais à monsieur Bonheur que tu étais peut-être hyper stressé ou quelque chose comme ça, parce qu'il n'y a jamais eu de madame Dodds. Et Grover, tu es un très très mauvais menteur. Ses oreilles sont devenues toutes roses. De sa poche de chemise, il a extirpé une carte de visite en piteux état. Prends ça, d'accord? Au cas où tu aies besoin de moi cet été. La carte était imprimée en caractère alambiqué, ce qui était mon tel pour mes yeux de dyslexique, et j'ai fini par déchiffrer quelque chose du genre. Grover Underwood, gardien colline des 100 mêlées, Long Island, New York. 800 009 0009. C'est quoi la colline des 100? Ne lis pas tout, a-t-il clapi. C'est mon adresse d'été. J'ai eu un pincement de cœur. Grover avait une maison de vacances. Il ne m'avait jamais traversé l'esprit qu'il puisse venir d'une famille de riches comme les autres à Yancy. D'accord, ai-je dit d'un ton morose. Genre si je veux visiter ton manoir, là où j'ai la tête. Ou si tu as besoin de moi. Quoi? Pourquoi aurais-je besoin de toi? J'ai dit cela plus brutalement que je n'aurais voulu. Grover a roché jusqu'à la pomme d'Adam. Écoute, Percy, la vérité c'est que je suis censé te protéger en quelque sorte. Je l'ai dévisagé. J'avais passé toute l'année à me battre avec les garçons qui voulaient se défouler sur lui. J'avais eu des insomnies à la pensée qu'il risquait de se faire casser la figure l'année prochaine. Sans moi, et le voilà qui prétendait que c'était lui qui me défendait. Grover, ai-je dit, de quoi me protèges-tu au juste? Un grincement strident a retondi sous nos pieds. Le tableau de bord s'est mis à déverser une épaisse fumée noire, et une odeur d'œuf pourri a envahi le car. Avec un jurant, le chauffeur s'est rangé sur la bande d'arrêt d'urgence. Au bout de quelques minutes, à trifouiller sous le capot, il nous a annoncé que nous devions tous descendre. Grover et moi sommes sortis avec les autres passagers à la queue leu. Nous étions en race champagne, dans un coin qui ne retiendrait pas l'intention, à moins d'y tomber en panne. De notre côté de l'autoroute, il n'y avait rien d'autre à voir que des érables et des détritus jetés par les gens qui passaient en voiture. En face, de l'autre côté des 4 fois
Oswald qui, lui, c'est dans la chaleur de l'après-midi, se dressait en état de fruits à l'ancienne. La marchandise était vraiment appétissante, des cajots débordant de cerises et de pommes vermillon, des noix, des abricots, de grandes bouteilles de jus de pomme dans une baignoire à pâte de griffon pleine de glace. Il n'y avait pas de clients, juste 3 vieilles dames assises dans des rocking chairs à l'ombre d'un érable qui tricotaient la plus grande paire de chaussettes que j'ai jamais vue. C'est simple, ces chaussettes avaient la taille d'un pull, mais c'était incontestablement des chaussettes. La dame qui était sur la droite en tricotait une, la dame assise à gauche tricotait l'autre. La dame du milieu tenait une énorme corbeille de fil à tricoter bleu électrique. Les 3 femmes avaient un air antédiluvien avec leur visage blême et irrité comme de vieilles pommes, leurs cheveux argent retenus par des bandanas blancs et leurs bras décharnés dans leurs robes de coton décolorées. Le plus étrange, c'était qu'elles semblaient avoir le regard rivé sur moi. J'ai tourné la tête pour en parler à Grover et j'ai vu qu'il était devenu livide sous son nez tressaillé. Grover, ai-je dit, hé mec, dis-moi qu'elle ne te regarde pas. Elle te regarde, n'est-ce pas? Ouais, bizarre, non? Tu crois que ces chaussettes immigrées? C'est pas drôle, Percy. Pas drôle du tout. La vieille dame du milieu a attrapé une énorme paire de ciseaux. Or et argent, à longue lame, comme des cisailles. J'ai entendu Grover retenir sa respiration. On remonte dans le car, m'a-t-il dit. Viens. Quoi? Mais il fait 1000 degrés là-dedans. Viens. Il a forcé la porte. Il est entré dans le car. Je suis resté devant. De l'autre côté de la route, les vieilles dames m'observaient. Toujours, celle du milieu a coupé le fil. Et je vous jure que j'ai entendu ce clic-clac, malgré les 4 voies de circulation. Ces 2 amis ont roulé des chaussettes bleues électriques en boule, me laissant à ma perplexité. À qui était-elle destinée? Au Yeti ou à Godzilla? À l'arrière du car, le chauffeur a arraché un gros bout de métal, fumant dessous le capot. Le car s'est ébranlé et le moteur servi avec un grondement. Les passagers ont applaudi, et voilà le travail, a crié le chauffeur. Il a fait claquer son chapeau sur la carrosserie. En voiture, tout le monde. Une fois que nous sommes démarrés, j'ai commencé à me sentir fiévreux comme si j'avais attrapé la grippe. Grover n'avait pas l'air en meilleure forme. Il frissonnait et claquait des dents. Grover, ouais, qu'est-ce que tu me caches? Il s'est tamponné le front avec sa manche de chemise. Percy, qu'est-ce que tu as vu là-bas, à l'étal de fruits? Tu veux dire, les 3 vieilles dames. C'est quoi l'histoire, mec? Elles ne sont pas comme Madame Dodd. Si, l'expression de Grover était difficile à décrypter, mais j'ai eu l'impression que les dames de l'étal de fruits représentaient quelque chose de bien pire que Madame Dodd. Pour toute réponse, il m'a dit: raconte-moi juste ce que tu as vu. Celle de milieu a pris ses ciseaux et elle a coupé le fil. Il a fermé les yeux, puis un geste avec les doigts, un peu comme s'il se signait. Mais ce n'était pas ça. C'était quelque chose d'autre, quelque chose de presque plus ancien. Il a dit: tu l'as vu trancher le fil? Ouais, et alors? Ai-je rétorqué. Mais je savais déjà que c'était grave. Je refuse d'y croire, a marmonné Grover. Il s'est mis à mordiller son pouce. Je ne veux pas que ça se passe comme la dernière fois. Quelle dernière fois? Et toujours en 6ème et ne dépassait jamais la 6ème. Il ne dépasse jamais la 6ème. Grover agit, parce qu'il commençait vraiment à me faire peur. De quoi tu parles? Laisse-moi te raccompagner de la caroutière à chez toi. Promets-le-moi. Ça m'a paru une drôle de demande, mais je lui ai promis qu'il pourrait me raccompagner. C'est une superstition. Une superstition quoi? Lui ai-je demandé. Pas de réponse. Grover, ce fil tranché, est-ce que ça signifie que quelqu'un va mourir?
dis à la prochaine et salut tout le monde.